Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Ça fait presque, voire plus d'un mois que je vous ai pas fait d'update lecture, donc il était temps parce que j'ai pas mal de titres à vous présenter, donc on va commencer sans plus d'introduction. Fin octobre, le dernier livre que j'ai lu pour le mois d'octobre, c'était Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. C'est un one-shot de fantasy qui fait plus de 900 pages, presque 1000 il me semble, 987 pages, remerciements, prologue, etc. compris. J'ai adoré cette lecture. Je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Ehad qui a été envoyé au service de la reine Sabran, plus ou moins pour espionner un petit peu ce qui se passe au cas où il y aurait des complots contre la reine puisqu'elle est censée la protéger. On a une belle relation qui va se nouer entre ces deux personnages. Et on a plusieurs histoires aussi qui vont ponctuer le récit, différents personnages, différents lieux, tous unis plus ou moins pour une même cause. On a un dragon maléfique qui, pour l'instant, est encore endormi, qui a été emprisonné il y a plusieurs centaines d'années par la première des Beretnet, donc la famille de la reine, mais il est sur le point de se réveiller et donc les gens sont censés plus ou moins s'allier pour lutter contre ce mal. Il y a plein de choses extraordinaires dans ce récit. C'est de la pure fantaisie avec des dragons, c'était fantastique. Alors je trouvais que les dragons n'étaient pas forcément très présents, à part vers la fin. Et voilà, c'était génial, j'ai adoré le style de l'autrice, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages, on en suit plusieurs. Mon petit cœur s'est brisé à pas mal de moments parce qu'on a des personnages qui sont sympathiques et qui malheureusement ne vont pas réussir à survivre jusqu'à la fin de cette histoire. En tout cas, c'était franchement vraiment très chouette. Je me suis fait ce roman sur une semaine, je l'avais découpé en 7 parties pour pouvoir le lire en 7 jours et franchement c'était hyper agréable. Ça me faisait à peu près 140 pages par jour il me semble, donc j'avais pris un petit peu de retard à certains moments, mais au final j'ai réussi quand même à boucler ma lecture sur la semaine, donc je suis vraiment ravie. Le Prieuré de l'Oranger est un one shot, mais l'autrice va probablement écrire d'autres histoires dans l'univers du Prieuré de l'Oranger. Voilà. Et je serais très contente d'en lire un peu plus parce que c'est un univers qui est très riche et que j'ai vraiment adoré et que je vous conseille de tout cœur. Entre deux grosses lectures, j'ai également lu Midi Pile de Rebecca d'Outremer. C'est une aventure de Jacominus Gainsborough, qui est ce petit personnage, ce petit lapin. C'était fantastique, c'est magnifique. Je vous l'ai déjà montré, mais je vais essayer de vous remontrer un petit peu à quoi ça ressemble exactement. C'est du papier découpé. Tout le livre est en papier découpé, en fait. Voilà, et c'est juste magnifique. Et l'histoire est très mignonne aussi. Il y a très peu de texte, vous pouvez constater, je sais pas si j'ai l'impression que vous voyez pas bien, mais en gros il n'y a pas plus d'une, 2 ou 3 phrases sur une même page. C'est l'histoire de Jacominus Gainsborough qui va partir et il a écrit une lettre à la femme qu'il aime pour lui dire de le rejoindre avant qu'il s'en aille, simplement pour lui dire au revoir avant de partir. Et on va suivre le cheminement de cette jeune femme, justement. Est-ce qu'elle va arriver à temps pour voir Jacominus qui s'en va? On ne sait pas, mais en tout cas c'était vraiment très beau, très poétique. Le travail sur ce bouquin est juste incroyable. Ça peut faire un très beau cadeau de Noël. Alors, il est cher, il coûte 50 €, 49,50 € exactement. Mais voilà, je vous dis, c'est un très beau cadeau de Noël, il est incroyable et l'histoire est vraiment belle. Et les éditions, je vous l'ai pas dit, c'est chez Sarbacane et Le Prieuré de l'Oranger c'était chez De Saxus. Les éditions Sarbacane ont réimprimé des exemplaires de Midi Pile parce qu'ils avaient été en rupture de stock très vite. Preuve que le travail sur cette édition a été reconnu, donc c'est vraiment cool. Je m'attarde pas forcément beaucoup sur mes avis ou les résumés dans les updates lecture parce que j'en parle dans les vlogs, en fait j'en parle énormément dans les vlogs, donc l'update lecture sert un peu à faire le bilan des dernières lectures que j'ai faites, mais si vous voulez avoir plus d'infos et surtout mes réactions au fur et à mesure de ma lecture, je vous invite vraiment à regarder les vlogs qui sont parfois un peu longs, j'avoue, mais voilà, ça, vous avez vraiment mes réactions à chaud et vous en savez un petit peu plus sur l'histoire. Après Midi Pile, j'ai fait une lecture qui m'a pas plu. J'ai lu La guerre du pavot de R.F. Kuang aux éditions Actes Sud. C'est un premier tome, le premier tome d'une trilogie. Je ne l'ai plus en ma possession, je l'ai déjà vendu en fait. Alors, dans cette histoire, c'est de la fantaisie médiévale asiatique
Et on va rencontrer une jeune fille qui est issue d'un milieu très très pauvre. C'est en fait une orpheline de guerre qui a été recueillie par une famille qui la déteste et qui l'exploite. Jusqu'au jour où la femme du couple qui l'a recueillie décide de la marier dans son propre intérêt. Et en fait, notre héroïne, qui s'appelle Rin, n'en a absolument pas envie et elle décide de passer le concours pour rentrer dans une prestigieuse université. Et elle a quasiment aucune chance en fait, puisque les jeunes de son âge qui sont dans des milieux bien plus aisés, eux se sont préparés toute leur vie pour ce fameux concours qui est très très sélectif. Et contre toute attente, elle réussit ce concours et elle va entrer donc dans cette université pour être formée pour devenir soldat pour l'Empire afin de protéger l'impératrice et l'Empire. On va suivre en fait sa formation et la guerre qui va éclater, sa formation en tant que soldat, et après une fois sur le terrain, elle a des pouvoirs assez particuliers. On parle de chamanisme dans cette histoire. J'ai apprécié certains personnages, mais genre des personnages tertiaires. L'histoire était pas mauvaise, par contre l'héroïne m'a énormément agacée. Elle est jeune et ça se ressent en fait dans ses réflexions. Elle a soif de pouvoir, elle a été opprimée toute sa vie, du coup elle ne rêve que de pouvoir se défendre et surtout de défendre l'Empire. Elle a été un petit peu endoctrinée en fait. Et elle a juste cette soif de pouvoir inextinguible qui fait qu'elle ne pense qu'à ça. Et c'est les pouvoirs magiques qu'elle a, elle ne veut les utiliser que dans l'optique, dans un but violent, principalement pour se défendre, mais voilà, c'est quand même assez agaçant. Et puis j'ai trouvé que dans le style de l'autrice, pour moi il y avait un souci, c'est que je l'ai trouvé vulgaire inutilement. La vulgarité me gêne pas particulièrement dans les bouquins, je veux dire les gros mots, je pense que vous le savez si vous êtes là depuis un certain temps, j'en dis pas mal, d'ailleurs je m'excuse pour ça. C'est pas forcément quelque chose qui me gêne spécialement dans mes lectures. Mais là, c'était vraiment des allusions ou des anecdotes qui situaient en dessous de la ceinture, qui n'avaient aucun intérêt pour l'histoire en fait, et qui coupaient le récit, qui par ailleurs aurait pu être intéressant. Mais voilà, ça m'a complètement gâché ma lecture, donc j'ai quand même terminé ce roman, qui était assez gros en plus, mais je lirai pas la suite de la trilogie. Après, si vous voulez vous faire votre propre avis, ne vous fiez pas juste au mien. N'hésitez pas à regarder d'autres chroniques, parce que je sais que c'est un roman qui est extrêmement apprécié. Donc voilà, je suis passée à côté, c'est comme ça, tout ne peut pas plaire à tout le monde. Là pour le coup, moi j'ai pas apprécié, mais peut-être que vous l'aimerez. Je sais pas si je vous l'ai dit, je lui ai mis 11 sur Livre Addict et 3 étoiles sur Goodreads. Ensuite, je vous le montre, mais ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de titre sur la couverture, donc c'est un peu idiot. J'ai lu en audiobook le tome 2 du Seigneur des Anneaux. Oui, j'ai trouvé la bonne page. Les 2 tours de J.R.R. Tolkien, chez Audiolib, puisque c'était ma lecture audio. Du coup, je vais poser ça et puis je vous mettrai le visuel du livre audio par ici. Vous savez que je suis abonnée à Audible et du coup tous les mois pour 9,95€ ou 99€, je sais jamais, j'ai un crédit audio que je peux utiliser pour télécharger n'importe quel livre audio du catalogue Audible. J'ai choisi le tome 2 du Seigneur des Anneaux parce que j'avais téléchargé le tome 1 en septembre. Je lirai le tome 3 en octobre, et je lirai le tome 3 en décembre, comme ça au moins la trilogie sera terminée. Je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads, 19 sur Livre Addict. J'ai adoré ma lecture, comme pour le tome 1, mon avis n'a pas changé en fait, donc je vais pas forcément vous en reparler vraiment énormément. Je vais pas vous redire de quoi parle le Seigneur des Anneaux, je pense qu'on peut se passer d'un nouveau résumé. J'ai adoré, j'adore le côté musical de cette histoire, c'est juste fantastique, les personnages sont vraiment bien, l'histoire est géniale. J'aime le fait que ce soit découpé en 2 parties, même si, du coup, j'ai moins apprécié la deuxième partie dans laquelle on suit Frodo et Sam que la première partie dans laquelle on suit Boromir, Legolas, Gimli. Parce que voilà, c'est les personnages que je préfère et l'aspect Frodo-Sam m'agace un petit peu. Frodo n'est pas forcément un personnage hyper sympathique, on va dire, donc voilà. La deuxième partie m'a un peu moins plu. Je pense que c'est ça qui a fait que le roman, je lui ai pas mis 20 parce que la construction fait que j'ai perdu un petit peu de l'intérêt, même si l'histoire je la connais déjà bien entendu, donc voilà, j'ai quand même été agréablement surprise, non pas surprise, mais j'ai aimé cette lecture et voilà, j'ai très hâte d'avoir le tome 3 et la conclusion de cette histoire, c'était vraiment chouette. Ensuite, j'ai lu Ce des limbes de Camille Brissot chez Syros. J'ai
adoré cette lecture également. J'ai fait de très très bonnes lectures là dernièrement, en tout cas au mois de novembre, donc je suis vraiment très contente. C'est un roman post-apocalyptique pour ados avec des zombies. Je sais, je n'arrête pas de vous dire que je déteste la dystopie, que tout ce qui est post-apocalyptique c'est pas mon truc, que les zombies c'est la créature fantastique que je déteste par-dessus tout. Et bien j'ai adoré cette histoire. Je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads et 18 sur Livre Addict. On va suivre Otto qui vit sur le mont Survie après une épidémie qui a décimé énormément de gens parce qu'il y a un champignon qui les a transformés en zombies, tout simplement. On a un groupe de survivants qui s'est créé un genre de forteresse sur une montagne qu'ils ont appelé le Mont Survie. Il y a 10 ans, il y a une vague qui a déferlé sur le Mont Survie et plein des survivants qui avaient réussi jusque-là à s'en sortir sont décédés à nouveau, dont les parents d'Otto. Et Otto a été récupéré, il avait 5 ans à l'époque, il a été récupéré par un des hauts gradés du Mont Survie et il est sorti de son milieu assez pauvre pour monter dans les hautes sphères, sauf qu'il se sentait pas à sa place, et d'ailleurs ses camarades lui faisaient bien sentir qu'il n'était pas à sa place, donc il a décidé de tout quitter et de retourner un petit peu plus bas. Le Mont Survie est organisé en cercle en fait, et voilà, donc il a décidé de retourner un peu plus bas dans l'échelle sociale, on va dire. À 15 ans, les survivants sont tous envoyés à l'extérieur, c'est ce qu'ils appellent la sortie, et ils doivent faire leurs preuves en fait. Ils doivent aller dans une ancienne cité, récupérer des matériaux qui peuvent leur être utiles sur le Mont Survie. C'est un rituel. Tous les jeunes de 15 ans sont envoyés en sortie, sauf Otto, qui lui, ayant survécu à une énorme vague il y a 10 ans, est exempt de sortie. Sauf qu'il y a sa petite copine qui, elle, va être envoyée et il refuse de la laisser y aller seule, donc il va sortir avec elle. Et du coup, ils sont 7, je crois, au total, à sortir. Et on va suivre, en fait, au début, on a une première partie qui se déroule sur le Mont Survie, où le cadre est posé, on nous explique un petit peu ce qui se passe, comment ces gens vivent, quels sont les personnages. Et on a une deuxième partie qui se déroule à l'extérieur, pendant laquelle ils sont, totalement en mode survie dans la forêt, où ils ont les fameuses limbes, qui sont donc, c'est le nom qui est donné à ces zombies, et où ils doivent, survivre, hein, tout simplement, vous avez compris le truc. Et essayer déjà d'arriver à leur objectif pour pouvoir récupérer éventuellement des matériaux, puis rentrer sain et sauf au Mont Survie. Je vais m'arrêter là pour le résumé, je pense qu'il est assez complet. J'ai adoré cette histoire. C'était génial, je trouve que l'autrice a une plume simple, fluide, mais alors il y a des passages qui m'ont foutu la chair de poule, et cette fin, c'était génial. J'ai adoré, c'était fantastique, et je vous le conseille de tout cœur. Je vous ai dit, je m'attarde pas énormément, voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez vraiment pas à aller voir les vlogs, parce que, voilà. En tout cas, c'était vraiment chouette ce Délimbe, donc vraiment foncez. Par contre, c'est de l'ado, hein, c'est pas du young adulte, c'est vraiment un récit ado. Je préfère le préciser parce que vous ne soyez pas déçus si jamais vous vous attendiez à quelque chose d'un peu plus élaboré, on va dire. Ensuite, j'ai lu, dans le cadre du PIB, Le tombeau de Pharaon, le premier tome de la boutique extraordinaire de Nicodème, de Nathalie Sommers aux éditions Bayard Jeunesse. Ce roman ne fait finalement pas partie des 25 sélectionnés, mais c'est pas grave, il était dans mes 25 sélectionnés et dans ma pile à lire depuis un petit moment. Et j'ai vraiment apprécié ma lecture, c'était super sympa. Je lui ai mis 17 sur 20 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. C'est un roman jeunesse à partir de 9 ans, dans lequel on va rencontrer des jumeaux qui s'appellent Axel et Mina, qui sont envoyés chez leur grand-oncle Nicodème parce que leur maman a disparu et que leur papa est en train de faire des recherches pour retrouver leur maman. Et du coup, il a besoin d'être un peu tranquille, quoi. Il envoie les enfants loin pour pouvoir faire ses recherches tranquillement. En arrivant chez leur oncle Nicodème, Axel va découvrir que... Axel et Mina, hein, les deux, vont découvrir que leur grand-oncle a une boutique de jouets qui sont des répliques de jouets anciens qu'il conserve dans un musée, donc dans une autre aile de sa boutique. Axel va être très attiré par un objet ancien, donc un des jouets anciens, qui est en fait un chat mécanique qui date de l'Égypte ancienne. Et en touchant ce jouet, il va être entraîné avec sa sœur en Égypte. Mais non seulement ils ont traversé l'espace, et ils vont aussi traverser le temps, puisqu'ils vont être ramenés à l'époque de l'Égypte ancienne, et ils vont rencontrer le propriétaire original de ce jouet, qui est un enfant égyptien, qui va leur demander leur aide pour sauver la vie de son père. C'était vraiment chouette. Alors c'est très très simple, il n'est pas illustré, il y a juste les en-têtes de chapitres qui sont illustrés. Voilà, ça se lit vraiment très très vite, il fait moins de 200 pages je crois, 120 pages, donc voilà, c'était vraiment chouette, j'ai passé un chouette moment, j'ai beaucoup aimé les personnages, donc Axel et Mina sont deux enfants qui ont de la ressource, qui sont malins, mais pas non plus, ils sont débrouillards, mais
on sent que c'est pas exagéré non plus, hein. Ils vont pas s'en sortir seuls. Ils sont débrouillards, mais quand même, ils se mettent pas mal dans le pétrin. J'ai trouvé qu'il y avait une thématique qui était abordée dans ce récit, qui est une thématique pas forcément évidente. On a le papa, donc le monsieur qui sont censés sauver, dont ils sont censés sauver la vie. Je trouve que l'histoire qui tourne autour de ce personnage est assez difficile, mais voilà, je trouve que c'est bien traité. J'ai adoré la façon dont ils se retrouvent projetés en Égypte, la façon dont ils vont réussir ou pas à rentrer chez eux. Et à la fin, on a quelques révélations sur leur maman. Et ça donne envie de découvrir la suite de l'histoire en fait. Donc si vous avez des enfants ou des nièces, des neveux à partir de 9 ans, ou si vous avez envie, vous aimez la littérature jeunesse et que vous avez envie de découvrir une nouvelle série, parce que c'est un tome 1, je crois que le tome 2 sort en janvier et que cette fois-ci, ils vont se retrouver au Moyen-Âge. Je sais pas combien de tomes il y aura dans cette série, en tout cas c'était vraiment chouette et il coûte 10,90 €. Donc pareil, pour Noël, c'est le moment recommandation parce que je vous dis j'ai fait que des chouettes lectures donc c'est plutôt sympa. Toujours dans le cadre du PLIB, j'ai lu L'Élixir du Bourreau, le premier tome du Royaume de Naguère d'Isabelle Fabula aux éditions Fleurus. Je lui ai mis 17/20 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Richard qui a 12 ans et qui est devenu comte suite à la mort accidentelle de son père. Malheureusement, sa maman qui du coup gère le comté, étant donné que son fils n'a que 12 ans, se retrouve un peu embêtée et n'est pas capable de gérer son domaine. Du coup, ils vont partir chez l'oncle de Richard, donc le frère de sa maman, qui est le roi du royaume de Naguère. Donc c'est de la fantaisie médiévale pour enfants, donc à partir de 9 ans aussi, ça passe très très bien. Et on va suivre un petit peu les aventures de Richard et on va surtout suivre en fait les aventures de son cousin qui s'appelle... Oui c'est ça, Godric, j'avais raison. On suit plus Godric au final que Richard, en tout cas dans ce premier tome, même s'il y a quand même une grosse intrigue autour de Richard. C'était vraiment chouette. On va avoir donc Richard qui débarque au royaume de Naguère avec sa maman et Godric, son cousin, qui va commencer à mener l'enquête puisqu'on a des morts inexpliquées. Alors on a des meurtres, on a une personne qui va mourir, puis une autre, empoisonné par l'élixir du bourreau, qui est un poison qu'a créé l'alchimiste du château. Et voilà, tout simplement, c'était vachement chouette. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit cette personne qui soit coupable. Donc j'ai été surprise, pour un roman jeunesse, c'est plutôt pas mal. J'adore le style de l'autrice, c'est moyenâgeux, et le style s'en ressent. C'est hyper pompeux, on a des noms hilarants. On a un soldat qui s'appelle Gigdouille, je crois. Comment il s'appelle ? Le chevalier, le capitaine de la garde, c'est Enguerrand de Castagnac. On a le je sais plus qui, de Grand Orgueil, qui est le Premier ministre. Enfin voilà, on a vraiment des noms assez originaux et assez fun. Je me suis éclatée. Avec cette lecture, j'ai beaucoup ri, c'était vraiment chouette. Et du coup, j'ai hâte aussi d'avoir la suite, parce que celui-là aussi, c'est un tome 1. Donc voilà, c'était hilarant. Et puis, je trouve que ça change du style d'histoire fantaisiste qu'on a en fait pour la jeunesse. Cette fois, on est vraiment sur les chevaliers, les princes, les princesses, tout ça. Les châteaux forts, le Moyen-Âge, voilà, c'était vraiment fun. Et j'ai beaucoup aimé la tournure que prennent les événements à la fin, quand on a la révélation de ce qui se passe un petit peu avec Richard, en fait, qui est un personnage que j'ai détesté, parce qu'il est hyper imbu de lui-même, il sait qu'il est comte, il sait que... il a rien fait pour le mériter, hein. Il est juste le fils d'eux, hein. Donc voilà, c'est pas comme si c'était sa bravoure qui avait fait qu'il avait gagné son titre. Mais voilà, il est insupportable, ce gamin, il est insupportable. Je préfère largement son cousin Godric qui a de belles valeurs. Lui, il a vraiment les valeurs chevaleresques, quoi. Alors que son cousin Richard, c'est un petit crétin. Voilà, donc bon. Je pense que je vais quand même entendre encore parler de lui par la suite. Ça me paraît évident vu la fin de ce premier tome. Mais en tout cas, j'ai très très hâte parce que malgré ça, j'ai passé un super moment. Ensuite, toujours dans le cadre du PLIB, j'ai lu Le Drakkar éternel d'Estelle Faye aux éditions Scrinéo. Et je ne l'ai pas avec moi puisque c'était une lecture numérique. L'EPUB a été offert par l'éditeur en fait au jury du PLIB. Donc merci à Scrinéo parce que c'était une chouette lecture. Je lui ai mis 15/20 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Cette fois-ci, c'est un one-shot. C'est une bonne chose puisque ça m'évite de commencer une nouvelle série. Et on est dans un univers, donc c'est du fantastique. On va suivre en fait deux personnages. Donc on a, je me souviens plus des prénoms, je suis désolée. On a deux ados qui ont 14 ans, je dirais, puisqu'ils sont en 4e, donc ça doit être à peu près ça. Ils doivent avoir à peu près 14 ans. Et en fait, ils vont partir, donc l'un des deux est harcelé à l'école, et elle,
Astrid, je crois que c'est Astrid le prénom de la fille, je me souviens plus du prénom du garçon par contre, pour l'instant ça me revient pas. Et donc Astrid protège un petit peu son copain là, qui est le personnage principal, et j'ai oublié son nom, ça craint. Ils sont amis tous les deux depuis l'école maternelle, et ils vont partir un jour en bateau sur la mer, sur l'océan même, parce qu'ils sont en Bretagne. Et ils vont être surpris par la brume, et ils vont se retrouver dans un entre-deux-mondes en fait, avec des vikings sur un drakkar qui sont coincés dans une malédiction. Donc Astrid et... non, toujours pas, vont essayer de briser cette malédiction pour pouvoir retourner à leur époque. On a un catalogue de mythologie nordique absolument incroyable. On en apprend plein, c'est vraiment, vraiment chouette. Mais l'histoire de fond, je trouve, dépend trop de cette histoire de mythologie nordique, ce qui fait que ça s'efface un peu en fait. J'ai utilisé le mot catalogue, c'était pas pour rien, parce que j'ai vraiment eu l'impression que c'était plus un livre d'introduction à la mythologie nordique que vraiment un roman de littérature imaginaire en fait. J'ai apprécié, c'était chouette, j'ai appris plein de choses, il y a des scènes sympas, le fait qu'on soit avec des vikings, je trouve que c'est une mythologie qui change aussi, c'est assez original, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un peu dommage que l'histoire, que la mythologie soit utilisée en excès aux dépens de l'histoire que l'autrice voulait raconter. Après, j'ai quand même apprécié ma lecture, c'était chouette, c'était un chouette moment, c'était très très vite lu, et c'est un one shot, donc on apprécie toujours. Voilà, je vous le conseille quand même parce que c'était assez sympa, et puis à partir de 12 ans, je dirais, parce qu'il y a quand même des scènes un petit peu difficiles, et malgré tout, la mythologie nordique, c'est pas forcément la mythologie la plus digeste, on va dire, hein, avec le nombre de dieux, le nombre de mondes et tout ça. Enfin, c'est assez complexe, mais bien expliqué dans le récit. Donc ouais, à partir de 12 ans, je dirais. Et je termine avec Le Marche-Rêve, le premier tome du Collège Maléfique de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Comme je l'ai dit, c'est le premier tome d'une nouvelle série de Cassandra O'Donnell, qui est l'autrice de Rebecca Keane, que j'adore, et j'ai aussi beaucoup aimé cette histoire. Je lui ai mis 15 sur 20 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. La raison pour laquelle je lui ai mis que 15, c'est parce que je pense qu'inconsciemment, j'ai dû le comparer à Rebecca Keane. C'est-à-dire que c'est un roman accessible à partir de 10 ans, je dirais, entre 10 et 12 ans. Et forcément, l'humour qu'utilise l'autrice dans ce roman me parle beaucoup moins que l'humour qu'elle utilise dans Rebecca Keane. Donc il y a de l'humour, ce qui est une des marques de fabrique de l'autrice que j'adore, mais c'est vrai que je me suis sentie un peu moins investie par l'histoire. Cependant, c'était quand même super chouette. On va faire la connaissance d'Emma Dreammaker, qui a des pouvoirs. Pendant très longtemps dans le récit, on ne sait pas exactement de quel style de pouvoir il s'agit, et elle les a toujours cachés. Elle a 13 ans, depuis toujours elle cache ses pouvoirs, sauf qu'un beau matin, elle reçoit une lettre du ministère des enfants spéciaux qui lui annonce qu'elle va être obligée de partir à l'école des enfants spéciaux. Donc autrement dit, ils l'ont repérée et ils vont l'envoyer au collège maléfique afin de la former et qu'elle puisse utiliser ses pouvoirs. Elle n'est pas vraiment ravie parce que sa maman est décédée il y a plusieurs années et qu'elle se retrouve seule elle s'est retrouvée seule avec son papa, qui lui malheureusement ne s'est jamais vraiment remis du décès de sa femme et est assez tête en l'air. Donc elle a peur tout simplement de laisser son papa tout seul et qu'il n'arrive pas à s'en sortir, quoi. Lui, il travaille dans une clinique vétérinaire. Et en gros, c'est tout ce que je peux vous dire de lui pour l'instant. Enfin voilà, j'en sais vraiment très très peu sur son papa, à part ce que je vous ai dit. Et le gros du récit va se dérouler au collège, puisque je crois qu'on a seulement les 2 premiers chapitres qui se déroulent chez Emma, en fait. Donc le premier chapitre, elle apprend qu'elle va devoir partir, et le deuxième chapitre, elle se prépare à partir. Et à partir du chapitre 3, en gros, ça y est, on est au collège. J'ai adoré ce roman parce qu'il est aussi ponctué par des illustrations qui sont juste incroyables. Donc pareil, ça se lit très très vite, c'est écrit énorme, les marges sont grosses, il y a des illustrations parfois carrément en pleine page, donc il y a des pages entières qui sautent. Forcément, je vous en parle et je vais pas réussir à en trouver une seule. Ça y est. D'ailleurs, c'est la même que celle que je vous ai montrée dans le vlog. Voilà. J'ai beaucoup aimé les personnages. Je trouve qu'Emma est une jeune fille débrouillarde et qui fait ce qu'on lui dit, mais qui se pose quand même des questions, qui est consciente qu'il y a quelque chose qui ne va pas et
qui n'accepte pas tout cuit ce qu'on lui donne. Elle est plus ou moins obligée de faire comme si parce que elle n'a pas le choix, mais elle a quand même un certain raisonnement qui est vraiment, vraiment bon. Et puis voilà, on a des personnages mystérieux, on a toute une panoplie de personnages assez hors normes. Je ne sais pas si je vais réussir à retrouver l'illustration. Oui, là. Voilà, donc vous avez un petit peu une idée du style de personnages qu'on va côtoyer, en tout cas physiquement. Je ne vais pas vous détailler exactement tous les pouvoirs. Mais voilà, Emma qui pensait déjà que le collège maléfique n'allait pas forcément être une école hyper adaptée, enfin adaptée si, mais elle pensait qu'elle n'allait pas s'adapter. Et bien non seulement elle se retrouve envoyée au collège maléfique, mais en plus elle se retrouve envoyée dans une section qui est encore plus isolée que les autres. Donc c'est un peu compliqué pour elle, et elle va découvrir que ses pouvoirs, qu'elle pensait connaître et maîtriser plus ou moins, vont bien plus loin que ce qu'elle croyait. Et voilà, on va découvrir un petit peu donc l'étendue de son pouvoir. Je vous ai dit, on a une panoplie de personnages vraiment chouettes. Le style de l'autrice est hyper fluide, c'est rempli d'humour, les illustrations sont géniales. Je vous le conseille vraiment, j'ai passé un super moment, ça s'est lu très très vite encore une fois, et j'ai hâte aussi d'avoir la suite. Actuellement, je suis en train de lire le premier tome de Kayla Marshall, L'exil d'Estelle Wagner aux éditions du Chat Noir, que je vous mettrai ici parce que le livre est derrière et j'ai pas envie de l'attraper. Je lis ce tome pour pouvoir lire ensuite le tome 2 qui est là, et qui est censé être mon dernier roman à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, puisque donc Le Prieuré de l'Oranger, Midi Pile, Le Seigneur des Anneaux, La Garde du Pavot et Ceux des Limbes, c'était pour le Pumpkin Autumn Challenge, et La Boutique Extraordinaire de Nicodème, Le Royaume de Naguère et Le Collège Maléfique et Le Drakkar Éternel, c'était pour le Plib. Et ces 4 lectures qui finalement ne m'auront servi à rien, enfin entre guillemets, puisque c'était quand même des très bonnes lectures, donc je suis contente. Mais finalement, il n'y en a aucun des 4 qui fait partie des sélectionnés, des 25 sélectionnés, donc c'est pas grave. Tant pis. C'était quand même chouette, je suis contente de les avoir lus, et puis ça a fait un petit peu de place dans mes bibliothèques, même si vous constatez que j'ai de nouveau besoin de place. Donc la prochaine vidéo que je vais vous tourner, c'est ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge, comme ça fera de la place dans mes bibliothèques, c'est plutôt cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire où vous en êtes dans votre Pumpkin Autumn Challenge, parce qu'on est déjà le 23 novembre, il reste une semaine tout juste, donc est-ce que vous avez fait de chouettes lectures? Est-ce que vous avez déjà terminé? Est-ce que vous avez pris énormément de retard? Je veux tout savoir. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!